Bonjour à tous et à tous, cours de l'eczéma en dermatologie. Alors, l'eczéma, c'est la réunion d'un groupe de symptômes qui se reproduisent en même temps et dans un certain nombre de maladies. Donc, c'est plusieurs symptômes, l'eczéma, qui vont se reproduire dans un même temps. L'eczéma, elle comporte deux entités. On a l'eczéma de contact allergique et on a la dermatite atopique. Alors, l'eczéma typique, c'est ce qu'on appelle l'eczéma aigu, il a des lésions qui sont polymorphes. Donc, la poussée d'eczéma va évoluer en quatre phases. En premier, on aura la phase érythémateuse, donc on aura une simple rougeur avec de l'œdème qui est mal limité, et on aura aussi un émiettement des bordures. On aura des bordures en miettes, c'est-à-dire que des bordures qui ne seront pas nettes, mais plutôt en pointillés, avec un prurite intense, mais qui sont indolores. Après l'érythème viendra la phase vésiculeuse, donc des vésicules de la taille d'une tête d'épingle remplies d'une sérosité claire. Donc ces vésicules peuvent confluer et donner une bulle. Donc, en premier lieu, on avait l'érythème, qui était mal limité avec un émiettement des bordures. Et maintenant, on a eu des vésicules. Après, euh, ces vésicules vont s'éclater, donc elles vont se rompre. Et ce liquide va donner la forme de suintement, qui laisse s'écouler un liquide clair et on aura la formation de petites croûtes jaunâtres. Donc ce liquide, après avoir éclaté, il va sécher et il va donner des croûtes. Ensuite, on a la phase de réparation où les croûtes tombent, l'érythème s'atténue et la surface de la peau se recouvre de fines squames. C'est ce qu'on appelle la réparation. Alors en histopathologie, l'épiderme, on aura une histologie commune aux dermatites atopiques et aux eczémas de contact. Donc, on aura un épiderme qui est non spécifique. Fait de quoi? Cet épiderme, normalement, l'épiderme normal, il est fait d'une couche totalement normale avec un derme. Et au moment où on a un eczéma, on aura une spongiose. La spongiose, en histologie, c'est des grosses bulles d'air qui apparaissent comme cela dans l'épiderme. Donc on aura une distension œdémateuse des espaces interkératinocytaires. Donc on aura une vésicularisation, donc spongiose, vésicule. Et ces vésicules vont continuer de croître jusqu'à s'infecter et se rompre, desquamer, et ça va nous donner les 4 phases d'eczéma qu'on a vues. Donc on aura une exocytose lymphocytaire, c'est un infiltrat de cellules mononucléées entre les kératinocytes, et on aura aussi dans le derme un œdème, donc avec dilatation des capillaires. Il faut savoir que l'histologie, elle est commune, donc comme on l'a dit, pour les dermatites atopiques et les dermatites de contact. Alors comme aspect clinique, l'aspect clinique est différent en fonction du stade. En phase aiguë, donc l'eczéma, on aura des lésions érythémateuses et vésiculeuses, et en phase chronique, on aura des lésions érythémateuses et squameuses, donc seulement pour le chronique. Ok, on va voir en premier lieu l'eczéma de contact allergique, et ensuite on verra la dermatite atopique. Ok, l'eczéma de contact allergique, c'est une dermatite de contact allergique, donc de contact. Dès qu'on va mettre une substance allergène, il y aura cette dermatite qui va apparaître. Donc, c'est l'eczéma apparaît au contact d'une certaine substance et survient 24 à 48 heures après le contact et la lésion va être migratrice et épargne les muqueuses. Donc, la lésion va être migratrice selon l'allergène et elle ne touche que la peau. La réaction, c'est une réaction retardée à médiation cellulaire par hypersensibilité de type 4 dans la classification de Jolly-Combs. L'hypersensibilité immunologique de contact est définitive. Donc dès qu'une
une personne va être allergique au cobalt, ben, elle le sera toute sa vie. Ok. Physiologie et pathogénie. Donc pénétration de la substance à travers la couche cornée de la peau. Ensuite, on aura une phase afférente ou une phase de sensibilisation qui existe toujours. Donc, on aura captation de l'allergène par les cellules Langerhans de la peau, migration de ces cellules vers les ganglions où ils entrent en contact avec les LTCT8. Donc, vu que c'est une réaction à médiation cellulaire, les LT spécifiques de l'allergène prolifèrent et se dispersent dans l'organisme. Donc, on n'aura pas de LB que des LT. La phase efférente ou la phase de révélation ou de détachement. Donc, déclenchement, pardon. Cette phase où il y aura l'apparition des symptômes. Donc, les étiologies, on aura soit les topiques médicamenteux, antibiotiques, AINS, antiseptiques, sparadrap, etc. Les parfums, les métaux comme le chromate, cobalt et le nickel. Donc, le caoutchouc aussi. Les colorants comme la teinture, la résine hypoxydique peuvent aussi donner des allergies. L'éradication de l'allergène n'est pas toujours possible, donc parfois on peut l'éviter, mais parfois non. Le fer n'entraîne pas de dermatite de contact. Donc il faut savoir que les dermatites, c'est beaucoup plus dû au chromate, au cobalt et au nickel. Le nickel, c'est ce qu'il y a dans les bijoux de fantaisie et c'est l'agent, c'est le premier allergène des bijoux. La clinique, il n'existe pas de forme aiguë et de forme chronique dans la dermatite, donc dans la dermatite de contact allergique. L'eczéma aigu érythémateux, œdémateux, vésiculeux. Donc on aura là aussi une phase érythémateuse, vésiculeuse, sentante et une phase de réparation ou d'esquamacie avec un prurite. L'eczéma chronique, parfois lichenifié. Donc lichenifié, il va être épaissi, donc en exagération. On aura un placard érythémateux squameux, des limites floues, des squames, donc fines et surfacées, poussiéreuses, et des stries de grattage. Donc, vu que c'est chronique, il va tellement se gratter qu'il va faire des stries de grattage à cause du prurite de la phase aiguë. Et on aura jusqu'à un craquement, donc un craquellement épidermique, c'est ce qui va former des petites fissures au niveau de la peau. Donc les formes cliniques de l'eczéma, on a la forme aéroportée, donc les molécules aéroportées s'accumulent dans les plis cutanés, c'est par exemple les parfums et les vapeurs, donc ils vont s'accumuler dans les rides, dans les sillons nasogéniens, dans l'espace sous-mentonnier et même dans les zones rétro-auriculaires. Les photoallergiques, donc les rayons de soleil, il y a de l'eczéma aux rayons de soleil, donc aux UV, il faut associer l'allergène, donc plus UV, pour avoir de l'eczéma. Donc c'est-à-dire qu'un allergène, là, il va devoir être exposé au soleil pour donner donc cet eczéma. Les zones les plus exposées, donc ça va être le visage. Et si il y aura trop de contact avec l'allergène, l'eczéma peut s'étendre au-delà de la zone de contact avec l'allergène. Donc par exemple, si on met du parfum ici, vu que c'est trop important, donc s'il y a trop de contact, ben, il peut s'étaler jusqu'à là. Un produit souvent responsable, donc c'est pour le photoallergique, donc c'est les AINS et les kétoprophènes qui sont des photoallergènes. Donc on a aussi l'eczéma manuporté. La forme classique, c'est l'allergie au vernis à l'ongle. Donc on regarde des bijoux de fantaisie ou des accessoires, donc montres, boutons de jean, ça c'est le nickel aussi. Du cuir chevelu, donc dû à certaines teintures ou shampoings. Le visage, donc l'œdème est souvent majeur au niveau du visage. Et on a aussi le péribuccal dû au baume de Perrault. C'est un baume qu'on met sur le visage et c'est une des causes les plus fréquentes d'eczéma du visage. Les lobules de l'oreille, donc les lobules de l'oreille, comme on a dit, les bijoux de fantaisie sont faits de nickel. Et donc là, ils vont donner un eczéma sur les lobules de l'oreille.
Les mains, c'est beaucoup plus les professionnels. Donc, si c'est un eczéma des mains dû à une maladie professionnelle, là, on peut tenter un reclassement professionnel. Les sels de chrome, donc le ciment, ou les résines époxy, donc dans l'école, les vernis et la peinture, le caoutchouc ou le latex. Et parmi les plus fréquents des maladies professionnelles indemnisables, c'est l'eczéma de la main. Elle va débuter au dos de main et ça peut toucher aussi les paupières, les faces palmaires du doigt, parce que vu qu'il va utiliser sa main pour cela, et on aura une amélioration pendant les congés et les vacances, et l'épreuve de reprise du travail fait revenir l'eczéma. Donc l'eczéma, elle est classée comme maladie professionnelle indemnisable dans le tableau 65, et il faudra 5 critères. Donc il faudra un interrogatoire évocateur d'exposition, une récidive dès la reprise du travail, un siège qui est particulier, un aspect clinique et des tests épicutanés qui vont être réalisés selon cette matière pour prouver si elle est allergène ou pas. Le diagnostic positif de la dermatite atopique de contact, donc on doit rechercher l'allergène responsable et c'est indispensable. Donc on va le rechercher par l'interrogatoire, donc la topographie initiale, les circonstances de déclenchement, donc profession, jardinage, peinture, utilisation de parfums ou de cosmétiques, la chronologie, si ça s'améliore pendant les vacances, on va penser à un examen professionnel, les tests cutanés, donc le test cutané, le patch test ou l'épidermotest, c'est la même chose. Donc test cutané, épidermique, épitest, patch test, parce qu'on va mettre des patchs, et épidermotest. Ce test doit être réalisé en dehors d'une poussée d'eczéma et à distance d'une corticothérapie pour ne pas fausser nos résultats. Le meilleur moyen de rechercher l'étiologie d'un eczéma de contact, c'est le patch test. Donc la lecture, elle se fait à 48 heures, elle confirme le diagnostic d'un eczéma de contact et un test négatif n'élimine pas forcément une allergie de contact. Donc patch test, c'est le meilleur moyen étiologique pour confirmer un eczéma de contact. Et la lecture à 48 heures va confirmer l'eczéma de contact. Mais si c'est négatif, il n'élimine pas formellement une allergie. On a aussi les photopatch tests. Là, c'est pour voir surtout les eczémas photoallergiques. Donc, on va appliquer la substance et faire une lecture 48 heures plus tard après avoir exposer le patient aux UVA. Ensuite, on a aussi l'histologie. Alors, l'histologie en phase aiguë, comme on a montré, ça va faire une spongiose épidermique avec exocytose, donc migration des lymphocytes et des éosinophiles dans les vésicules spongiotiques vers l'extérieur. Le derme superficiel, donc il y aura un œdème avec des capillaires dilatés et un infiltrat péricapillaire autour des capillaires. En phase chronique, ça va être plutôt sec. Donc on aura un acanthose, une hyperkératose, donc beaucoup plus de kératocytes dû à la lésion, beaucoup de lésions et des kératages, alternant entre ortho et parakératose. Donc, vu que c'est chronique, il y aura moins d'inflammation et beaucoup plus d'épaississement. Diagnostic différentiel, il est fait en fonction du stade de la lésion. Donc au stade d'érythème, on a l'urticaire. Donc l'urticaire, c'est beaucoup plus des papules érytho-œdémateuses, donc bien limitées et d'évolution fugace. On a aussi l'érysipèle, qui est chaud, douloureux avec rouge, chaud, douloureux avec des adénopathies. Et on a aussi la dermatite d'irritation par des agressions physiques ou chimiques directes avec la peau. Donc, la dermatite d'irritation, c'est le principal diagnostic différentiel de l'eczéma de contact. Mais la dermatite d'irritation, elle peut aussi se compliquer d'un eczéma de contact. Mais par rapport à elle, elle a des bords nets, alors que l'eczéma de contact, comme on l'a dit, elle a des bords émiettés. La limite à la zone de contact avec sensation de brûlure et de nécrose épidermique, donc elle est limitée à la zone de contact, alors que l'eczéma, elle peut sortir au-delà de la zone de contact. La réponse au test épicutané est proportionnelle à la concentration du produit. Donc la dermatite d'irritation, on va irriter la peau.
plus on va mettre de produit, plus ça va être irrité. Ok, un petit tableau comparatif. Donc, les lésions cutanées dans l'eczéma de contact, elles sont émiettées. Dans la dermatite, il y a des bornettes. Dans l'eczéma de contact, la topographie peut déborder, alors qu'ici, non. Il y a un prurite ici, alors que dans la dermatite d'irritation, c'est plutôt des brûlures, parce qu'on va léser la peau, on va la brûler, on va l'irriter. Et l'eczéma de contact, elle atteint quelques sujets en contact avec le produit, alors que la dermatite d'irritation, elle va toucher la majorité des produits. Si on va mettre de l'eau de javel sur la peau de quelqu'un, elle va être irritée, et si on met plus, elle va être irritée encore plus selon la teneur, selon la concentration de l'eau de javel. L'histologie, donc ici on a une spongiose, alors qu'ici on a une nécrose épidermique. Les tests épicutanés, ici ils sont positifs, alors qu'ici ils sont négatifs. Ok, traitement de la dermatite de contact. La dermatite de contact, on doit la traiter en premier lieu par les mesures préventives, donc information du patient sur son allergène, protection externe avec des gants, des vêtements de protection, et on ne peut pas faire de désensibilisation. Donc, ce n'est pas en donnant avec une petite quantité croissante le produit que l'eczéma va partir. Non. Donc, on préfère faire une éviction totale. Traitement symptomatologique, donc dermocorticoïdes en première intention. Sur le visage, pli ou avant 2 ans, on préférera des dermocorticoïdes d'activité moyenne, donc de classe 3. Et sur le corps ou après 2 ans, on pourra utiliser des dermocorticoïdes d'activité forte, donc de classe 2. Donc après 2 ans, 2. Les dermocorticoïdes d'activité forte ou là, de classe 1, très fort, ils peuvent être utilisés dans les formes chroniques, donc lichenifiées. Après éviction des lésions, donc les lésions ils vont disparaître en 1 semaine. Et on peut utiliser aussi des crèmes pour les lésions sointantes, donc des humides, et une pommade pour les zones sèches. Donc crème pour les zones humides et pommade pour les zones sèches. Les émollients sont indispensables pour hydrater la peau et lutter contre le prurite. Et les antihistaminiques ont seulement un effet sédatif, donc les H1 sont inutiles. Fini avec la dermatite de contact allergique, maintenant on va voir la dermatite atopique. Donc qui dit atopie, dit terrain, dit héréditaire et dit IgE. Donc dermatite atopique, c'est l'eczéma atopique qui est constitutionnel. C'est une dermatose chronique, inflammatoire, prurigineuse aussi, médiée par les IgE, alors que la dermatite atopique allergique c'était une hypersensibilité de type 4. Alors, elle s'intègre dans les maladies atopiques au même titre que l'asthme, que la rhinite allergique, et auxquelles elles peuvent s'associer. Donc, les maladies atopiques allergiques, c'est rhinite, asthme, urticaire, eczéma et les infections cutanées récidivantes. La lésion de la dermatite atopique est la vésicule. Des autres lésions peuvent se voir, comme un érythème, un suintement ou une lichenification. Alors, l'épidémiologie, la prévalence de la dermatite atopique a doublé en 20 ans dans les pays développés. Donc, les pays développés, ils ont plus tendance à développer des maladies atopiques que les pays du tiers-monde. Alors, les facteurs environnementaux, on a les facteurs saisonniers, climatiques et endocriniens. Alors, les irritants, ça peut être les savons, les détergents, la fumée de tabac, les acariens, les aliments, le pollen. Et on a surtout une évolution par poussée avec aggravation pendant l'hiver, comme le psoriasis. Donc, la physiopathologie, elle est multifactorielle. Il y a des facteurs génétiques. Donc, il existe souvent un facteur familial parce que c'est une maladie polygénétique. Donc, le plus incriminé, c'est l'altération de la barrière cutanée. Donc, on a une mutation hétérozygote par perte de fonction du gène de la filagrine. Donc, ce gène-là, il va donner une anomalie fonctionnelle de la barrière cutanée. Une anomalie fonctionnelle, elle va laisser pas de barrière, donc elle va laisser pénétrer les allergènes, augmentation des pertes insensibles en haut, et on aura notre xérose cutanée.
Donc, comme on a dit ici, alors, la dermatite atopique, elle est généralement faite de vésicules, mais il peut y avoir l'érythème, cette rougeur qui est là, il peut avoir un œdème, il peut avoir un suintement, donc les vésicules, elles peuvent s'éclater et couler, et il peut avoir aussi une liquéfication, donc il y aura épaississement de cette peau. Les facteurs immunologiques, donc anomalie de l'immunité innée et adaptative, donc on aura une hypersensibilité qui est retardée, association possible à une allergie alimentaire, donc APLV, ou les troubles de sommeil chez le jeune peuvent être un des premiers signes dus au prurite. Donc le petit, il ne pourra pas assez dormir, il va se gratter et ça va donner des troubles de sommeil. Alors, il faut savoir que la clinique, elle va différer selon l'âge. Alors, elle débute généralement dans la première année de vie, à partir du 3e mois. Parfois, on a un début tardif, donc à l'âge adulte. La dermatite atopique, on va voir du nourrisson, donc moins de 2 ans. Elle va donner des lésions eczématiformes, donc des érythémateux vésiculeuses, et au moment de la rupture de ces vésicules, on aura des érosions, des sointements et la formation des croûtes. La topographie, elle commence en règle au visage, donc au front, au menton et aux joues. Donc joues et menton et aussi au front. Et on peut aussi avoir une localisation au tronc. Donc la région médio-faciale est souvent épargnée. Médio-faciale, donc les yeux, le nez et la bouche, ils sont souvent épargnés. Atteindre des zones de convexité, donc le pouce sucé et les régions périnéo-fessières, donc englobant les organes génitaux externes. Signe fonctionnel constant, c'est le prurite, et l'évolution, elle est chronique par poussée-rémission, s'atténuant progressivement avec l'âge. Ensuite, on a les formes cliniques selon l'âge. Un enfant de plus de 2 ans, alors là, ça va beaucoup plus siéger au niveau des plis du cou, du coude, des creux poplités et des sillons rétro-auriculaires. Donc, derrière les oreilles. Donc, plus de 2 ans, ça va siéger beaucoup plus dans les plis. Donc, ça va soit être dans les plis creux poplités, soit derrière les oreilles, soit au coude, soit au cou. On aura aussi possiblement une chéléite, donc des lèvres sèches et fissurées. Et vu que c'est apparu à un âge tardif, donc on aura possible aussi des lésions liquinéfiées. Chez l'adolescent et l'adulte, des lésions donc liquinéfiées, un prurite constant pareil, une chéléite elle est fréquente, une xérose cutanée est majeure. Donc là, la phase d'érythème et de suintement, elle a été dépassée par quoi? Par la phase de liquénification, donc par la phase d'épaississement de la peau. Ok, le siège, ça va être la face, les plis de flexion, le tronc. Donc, on aura aussi là une topographie qui est flexurale, donc au pli de flexion, persistance des poussées jusqu'à l'âge adulte et la guérison définitive à la puberté, elle est possible, comme toutes les atopies et comme l'asthme. Les signes cliniques qui sont fréquemment associés, on aura une xérose cutanée et on a les plis de Denny Morgan. Alors ces plis-là, ils se retrouvent généralement dans les terrains d'atopie. Donc les plis de Denny Morgan, c'est au niveau des yeux, on aura un double pli palpébral inférieur. Les examens paracliniques, aucun examen asystématique. Biologie, on aura une élévation inconstante des yeux, synthétisée par les plasmocytes. Et l'histologie, la biopsie, là, elle n'est pas nécessaire. Mais par contre, avec quoi on va faire le diagnostic? On va le faire avec les critères de Williams, qui sont définis par UK Working Party. Et toujours, il faut savoir que le prurite est indispensable au diagnostic, c'est un critère obligatoire. Donc Williams a défini un critère obligatoire et au moins 3 parmi les critères suivants. Donc antécédent d'asthme ou de rhinite allergie ou de toute atopie, début avant 2 ans, antécédent de lésions dans les convexités chez le nourrisson ou dans les plis chez l'enfant et une peau sèche généralisée au cours de l'année précédente. Et c'est
au moins 3 critères avec le prurite qui vont définir le diagnostic. L'évolution, alors on a une évolution par poussée avec des phases d'eczéma sointant alternant avec des rémissions. Donc poussée et rémission sointant, ça définit la chronicité. Les poussées s'atténuent progressivement avec l'âge. On a dit qu'elles peuvent disparaître à la puberté. Voilà, à la puberté, l'eczéma peut guérir définitivement. Les poussées peuvent persister jusqu'à l'âge adulte ou disparaître à la puberté. Un tiers des dermatites atopiques présenteront ultérieurement un asthme. Alors, la complication cutanée qu'on peut avoir, on aura des infections cutanées, une ichthyose vulgaire, un staphylocoque aureus de la face, des dermatophytoses. Donc, l'eczéma, c'est une porte d'entrée, elle peut s'infecter. Et on a aussi l'eczéma marginé de Hebra, qui est une infection à dermatophyte mycosique de laine. On a aussi les complications bactériennes, donc une empétigination. Donc, il va y avoir un impétigo, qui est une surinfection d'une dermatose préexistante à la phase de sointement, très important. Donc, à la phase de sointement, il peut y avoir de l'impétigo. L'infection virale aussi, on a l'HSV, l'herpès simplex virus, qui peut donner une pustulose varioliforme de Kaposi Gillusberg. Ça, c'est vraiment à ne pas rater. Donc l'image, elle peut en témoigner. Donc on aura un eczéma qui est herpéticum, dû à l'herpès. On aura une aggravation brutale avec altération d'état général, fièvre, œdème, suintement et des vésicules ombiliquées qui vont devenir des pustules croûteuses nécrotico-hémorragiques. Là, il va falloir hospitaliser le patient et faire un traitement antiviral en urgence. Les complications de cette pustulose varioliforme de Kaposi-Gillusberg, c'est l'encéphalite et la kératoconjonctivite et même une bronchopneumopathie. Donc, on va devoir faire un traitement antiviral à base d'acyclovir à forte dose pendant au moins 7 jours avec une antibiothérapie générale anti-staph et un arrêt des dermocorticoïdes. Ok, il peut aussi donner des complications ophtalmologiques à type de kératocone. Le kératocone, c'est vraiment quand la couche cornée va s'épaissir et ressortir de sa forme naturelle. Alors le traitement des poussées, aucun traitement n'est définitivement curatif. Le but, on va juste calmer le prurite et l'inflammation par des dermocorticoïdes ou par des inhibiteurs de la calcineurie en deuxième intention à partir de l'âge de 2 ans. En cas de dermatite modérée résistance aux dermocorticoïdes, on peut aussi donner des immunomodulateurs à type de tacrolimus, pommade. On peut donner aussi des antibiotiques locaux systématiques ou des antiseptiques seulement en cas de surinfection ou d'impétigination. La surinfection virale, on doit éviter le contact direct avec une personne en poussée d'herpès labial. Même en contexte infection, on n'arrête pas les dermocorticoïdes, on rajoute un antibiotique. Donc là, on parle de surinfection virale, mais en dehors de la HSV. Et le traitement physique, on peut faire une photothérapie qui est contre-indiquée chez l'enfant, mais qui peut être utilisée chez l'adulte. Et les traitements systémiques, on peut donner même des immunosuppresseurs Barus à type en première ligne, cyclosporine, qui a comme principal effet indésirable l'insuffisance rénale. On peut aussi donner des traitements d'entretien à type d'émollient pour lutter contre la xérose, qui doit être utilisée quotidiennement, une hygiène de vie avec la toilette corporelle avec des pains, donc des savons dermatologiques sur gras, éviction du tabagisme, diminution de la fréquence des lavages de la peau, parce que l'eau est agressive, un port de vêtements ample en coton, lutter contre les acariens, éviter tout comptage herpétique, parce qu'on a vu qu'est-ce que l'HSV peut faire, et il faut savoir que, bien sûr, l'eczéma, plutôt la dermatite atopique, elle ne représente pas une contre-indication à la vaccination. On peut aussi faire une psychothérapie qui peut être indiquée parce que le stress étant possiblement incriminé comme facteur déclenchant les poussées, une phytothérapie, l'acupuncture et les herbes chinoises ne sont pas recommandées
On fait de la médecine, pas de la médecine chinoise. Les indications d'exploration allergologique ne sont réalisées qu'en cas de complications spécifiques, donc allergie alimentaire, respiratoire ou eczéma de contact. On a aussi le syndrome de Wiskolt-Aldrich qui va associer un eczéma, un déficit immunitaire et une thrombopénie. Et voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous remercie.